Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. C'est une rencontre pour évoquer les questions liées aux zones transfrontalières. Des concertations d'ailleurs prévues à Korogo en octobre. Le délégué général à la paix et à la sécurité de la commission de l'UMOA chez le Premier ministre Patrick Achi, Paul Robert Tiendré-Béogo, sollicite l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans la gestion des ressources naturelles. Attention Covid-19, il y a une troisième vague de contamination en Côte d'Ivoire. L'annonce faite par le comité de veille sanitaire, les autorités appellent à se faire vacciner. Le non-respect des mesures a entraîné une recrudescence des cas positifs. Ces 2 dernières semaines, des centaines de cas enregistrés par jour. Le nombre de décès également en hausse. 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Cette 11e journée des travaux enregistre une avancée majeure. Il est adopté la tenue d'un congrès à mi-mandat, c'est-à-dire tous les 2 ans, une proposition de la Côte d'Ivoire et cette disposition permettra de trouver des solutions sur les dossiers urgents. Et puis en Afghanistan, ils avaient pourtant promis de mettre en place un gouvernement inclusif et tolérant. Non, les talibans ont plutôt mis en place une traque pour retrouver leurs anciens ennemis. Il s'agit surtout d'anciens fonctionnaires, de soldats afghans et tous ceux qui ont travaillé avec les forces étrangères. Le Premier ministre Patrick Achi reçoit le délégué général à la paix et à la sécurité de la commission de l'UMOA au centre des échanges, les zones transfrontalières. Paul Robert Tiendré-Béogo est venu solliciter l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans la gestion des ressources naturelles. Alexis Ouedraogo. Le délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine était ce vendredi à la primature. Paul Robert Tiendré-Béogo est venu solliciter l'appui du gouvernement ivoirien. Notre mission se situe dans le cadre d'une rencontre que la commission de l'UMOA organise au mois d'octobre à Korogo. Ce sont des concertations transfrontalières et étant donné que nous serons à Korogo, nous avons souhaité venir nous présenter au Premier ministre, lui présenter l'activité qui va consister donc en des échanges autour de la problématique de la gestion des ressources naturelles au niveau des zones frontalières pour que la paix puisse régner au niveau de ces zones-là, pour que nous puissions consacrer nos efforts, nos ressources au développement. Une rencontre de concertation est d'ailleurs prévue en octobre prochain à Korogo autour de la gestion des ressources naturelles au niveau des dites zones transfrontalières. Et l'actualité est également marquée par Ebola détecté en Côte d'Ivoire jeudi dernier. Et la bonne nouvelle, plus aucun nouveau cas positif de maladie enregistré depuis cette date. Mais il y a 49 cas contacts qui ont été retrouvés en Guinée. Le comité de veille sanitaire fait le point dans ce reportage de Salima Toudia. Suite à une information diffusée et relayée par les médias internationaux faisant état de 49 cas positifs en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé apporte un démenti. 49 cas contacts identifiés en Guinée. Il s'agit bien donc de la Guinée, puisque ce matin on a fait une réunion avec la Guinée, qui après avoir reçu le rapport d'investigation mené par la Côte d'Ivoire, a commencé à faire des recherches à leur niveau et ils avaient identifié 49 cas contacts au niveau de la famille de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé, citée comme source par ces médias, apporte des éclaircissements. Le ministre de la Santé de la Guinée a fait un aperçu, la réponse qui est faite actuellement en Guinée en ce qui concerne ce cas de Ebola. Et quand on dit cas contact, ça ne veut pas dire des cas positifs. Ce sont des cas qui sont proches du patient. C'est la famille, elle a vécu avec un certain nombre de personnes qui vont nous permettre justement de les observer pendant un certain temps pour voir s'il n'y a pas de signes. Il a parlé aussi des actions qui sont menées à Zéro Corée. Et sur tous les trajets, il a même donné les itinéraires sur tous les trajets en Guinée. Les actions sont en train d'être prises. Ce qui est rassurant, ce que le ministre de la Santé de la Guinée nous a dit, c'est que la vaccination est en cours dans ces endroits-là. Du côté de la Côte d'Ivoire, 828 cas contacts ont été vaccinés ce jeudi. 65% de ces personnes, à peu près 532, sont des personnels soignants. Les autorités sanitaires ont misé sur la collaboration avec les leaders communautaires et religieux, ce qui a permis de retrouver des cas contacts directs. Ce suivi des cas contacts en utilisant cette stratégie prônée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique nous a permis de retrouver 6 cas contacts.
qui étaient directement avec la patiente dans le cas. 3 à Dieucoué et 3 à San Pedro. Il y a 33 contacts de ces cas contacts. 33 à Dieucoué, nous sommes en train d'affiner ceux de San Pedro. On estime à 30 cas contacts de ces cas contacts feront l'objet donc d'une vaccination. Le suivi des cas contacts se poursuit. On poursuit également la lutte contre un autre virus. Attention, la Covid-19 regagne du terrain. On fait le point de cette journée. Voici les chiffres de ce vendredi. 311 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, 7 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 53 247 cas confirmés, 51 998 personnes guéries, 380 décès, 869 cas actifs, 1 264 058 doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Et le non-respect des mesures a entraîné une recrudescence des cas positifs. Ces 2 dernières semaines, tenez-vous bien, des centaines de cas ont été enregistrés par jour. Le nombre de décès également en hausse. Le comité de veille sanitaire annonce officiellement que le pays fait face à sa 3e vague de contamination de Covid-19. Vous allez les entendre au micro de Salimatou Dia. Les autorités sanitaires insistent sur la vaccination. La Côte d'Ivoire est à nouveau face à une vague de contamination de la maladie à coronavirus. Nous sommes dans une 3e vague qui nous surprend, si vous voulez, par l'ampleur des cas hospitaliers. On n'est pas particulièrement effrayé parce qu'on a la capacité de prise en charge. Ce qui est frappant et qui est important à signaler, c'est que la majorité des cas que nous avons dans nos services et 100% des décédés, ce sont des personnes non vaccinées. Je crois qu'il est important de le souligner que la mortalité survient chez des personnes non vaccinées. Un appel à la vaccination est encore lancé. Les populations sont invitées à faire leur test en cas d'apparition de symptômes. Ce qui est important, c'est l'itinéraire thérapeutique de ces patients. Ils arrivent après 6 ou 7 jours dans les services de prise en charge publics ou privés. Après un parcours de 7 jours, ils ont pensé traiter un paludisme ou une grippe. Nous sommes en train de mettre à la disposition de toutes les structures sanitaires des tests de diagnostic rapides, antigéniques, pour vite identifier la maladie. Ce n'est pas une honte d'être infecté d'avoir une maladie à Covid-19. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les sites de prise en charge. Devant toute fièvre aujourd'hui, dans ce contexte épidémique, il faut faire le... 1 500 000 doses de vaccins Pfizer seront réceptionnées ce vendredi en sol ivoirien. Sur la même question aux Antilles, l'épidémie de coronavirus ne faiblit pas. Les Antilles qui continuent de bénéficier de renforts en termes de matériel et de soignants, plus que nécessaire pour faire face à cette violente 4e vague. En Guadeloupe, le taux d'incidence était de 2168 pour 100 000 habitants, selon le dernier point de Santé publique France. Et puis en Guadeloupe, il y a entre 15 et 20 morts par jour de Covid-19. Les 2 hôpitaux principaux sont saturés ou sur le point de l'être. En France, c'est dans un contexte de Covid-19 que se tient le pèlerinage à Lourdes. La ville accueille chaque année plus de 3,5 millions de chrétiens. Certains viennent pour se recueillir dans la prière et d'autres font de la découverte ou tout simplement du business. Depuis 2 ans, du fait de la crise sanitaire, les commerces et autres activités autour ont pris un coup. S'il n'est plus la même affluence, la Covid-19 a laissé des traces, baisse du chiffre d'affaires au niveau des commerces et du sanctuaire, ce qui n'est pas du goût des opérateurs économiques. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Sephora Zegui et Sam Kona. Chapelet, statuette à l'effigie de la Vierge Marie, crucifix, médaille, boule de neige, tasse à l'effigie de Lourdes. À Lourdes, depuis 1911, les produits dérivés jalonnent l'arrivée au sanctuaire. Un business qui était juteux pour la centaine de commerçants de la cité mariale avant l'arrivée de la Covid-19. Lourdes reçoit en moyenne 3 millions de pèlerins chaque année. Les acheteurs potentiels de gadgets qui se font désormais rares dans les rues de cette petite ville de France. Une énorme perte que déplorent les commerçants. La situation est compliquée, on travaille très peu, on n'a pas beaucoup, on n'a aucun étranger qui vienne. On a uniquement que du passage, des touristes, quelques pèlerins, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. 25% du chiffre d'affaires, donc c'est très compliqué pour tout le monde. On n'a pas pu embaucher tout le monde. Une situation assez triste
et pour nous ainsi que pour tous les pèlerins qui viennent à Lourdes. En 160 années d'existence, c'est la première fois que le sanctuaire de Lourdes accueille moins de 3 millions de pèlerins. Une situation qui a impacté négativement les activités du sanctuaire. Même si les pèlerinages présents sont plus petits que d'habitude, ils sont moins nombreux, mais ils sont malgré tout présents. Donc pour nous, c'est vraiment un signe d'espérance pour la suite. Du côté des visiteurs, on est heureux qu'il y ait encore des boutiques ouvertes pour ramener des souvenirs. Je viens dans cette boutique pour acheter des objets de piété, pour les amener à mon entourage et tout, à ma famille, etc. Souvenir, ça fait toujours du bien. Dans la deuxième ville hôtelière de France après Paris, on garde toujours l'espoir. C'est signe d'espoir. Si la Côte d'Ivoire arrive jusqu'à Lourdes, ça veut dire que beaucoup d'autres peuvent arriver jusqu'à Lourdes et on est sur un redémarrage. À Lourdes, les commerçants ont dû baisser les rideaux pendant au moins 7 mois. Ici comme ailleurs, le tourisme est en train de se réinventer face à la Covid-19. Et dans l'actualité ce soir, la Poste qui se réinvente. Voyons le 27e sommet de l'Union postale universelle à Abidjan. Une journée bien remplie. Ce vendredi, pour les congressistes, de chaudes discussions ont abouti sur l'adoption de la tenue d'un congrès à mi-terme, c'est-à-dire tous les 2 ans. C'est une proposition de la Côte d'Ivoire qu'a suivi finalement l'Assemblée. Des détails avec Cheikh Koné. C'est la task force présidée par la Côte d'Ivoire depuis les congrès extraordinaires de 2018 et 2019 qui a conduit les débats à cette 11e journée. Ce groupe de réflexion chargé d'étudier le mode de travail et de fonctionnement de l'UPU a fait la proposition de l'organisation d'un congrès à mi-terme permanent de l'institution, ce qui aura l'avantage de raccourcir la période de 4 ans prévue statutairement pour la tenue d'un congrès, et ce, pour évaluer la mise en œuvre des recommandations à chaque assise. Dans les questionnaires de 2018, 46% des répondants soutenaient la tenue d'un congrès à mi-terme permanent et avaient indiqué que leur attente avait été satisfaite par le congrès extraordinaire de 2018. L'évaluation des résultats du congrès extraordinaire de 2019 a confirmé cette tendance en démontrant que ce congrès était une réussite. Sur la base de ces contributions, les avis semblent favorables à ce que le congrès à mi-terme devienne un élément permanent avec des attributions fixes. La Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays membres ont défendu cette proposition d'ailleurs rejetée par un autre groupe de pays membres qui évoque des contraintes de logistique et de financement. Tous ces aspects ne devraient pas empêcher la faisabilité du projet, ont rétorqué les pays favorables à l'option du mi-terme permanent. Toutefois, si le congrès à mi-terme est adopté comme un élément permanent, les aspects ci-après doivent être davantage clarifiés. Le lieu du congrès à mi-terme permanent doit-il être fixé sur la base d'une rotation entre les pays hôtes, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires, ou la Suisse doit-elle être considérée comme l'hôte permanent? Financement stable. Le congrès à mi-terme doit-il être financé par le budget ordinaire ou par le biais d'une contribution volontaire d'un pays hôte, comme cela est actuellement le cas pour les congrès ordinaires? À la fin des échanges, les pays membres se sont alignés sur la proposition de la Côte d'Ivoire. Cependant, le caractère permanent du congrès à mi-terme a été rejeté. La 12e journée du 27e congrès sera consacrée à une visite des atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ce samedi. Et le ministre en charge de l'intégration africaine et de la diaspora, en visite de travail au Conseil de l'Entente, Alcide Djedje échange avec le secrétaire exécutif de l'institution sur ces domaines d'intervention. Il annonce l'appui du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de ces actions, des projets de financement et d'appui aux jeunes entrepreneurs, toutes choses qui contribuent au dynamisme de cet outil d'intégration et de développement sous-régional. Plus de 200 chauffeurs de minicar appelés communément Gbaka s'engagent dans la lutte contre les accidents de la circulation. Ils ont fait la promesse au ministre des Transports, ce que salue Amadou Koné. Il réaffirme la volonté du gouvernement de tourner la page de ces morts sur nos routes. La répression sur les cas d'incivisme commence le 7 septembre avec la vidéo-verbalisation. Le reportage de Dangui Dangui. Ce sont plus de 200 chauffeurs de minicar, appelés communément Gbaka, qui ont échangé avec le ministre des Transports à leur demande ce mercredi au plateau.
La projection d'un film en témoignage d'une rescapée d'un accident de la circulation mortel à cette occasion a marqué la rencontre, aussi bien que les chauffeurs de Gbaka présents. Même ici, un chauffeur. Tout à l'heure, on a suivi une vidéo, la dame a parlé, en parlant même moi-même, j'ai coulé l'âme. Je me suis mis à sa place, vous voyez. Donc, il faudrait qu'on prenne des mesures pour ça. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. Si les chauffeurs sont bien encadrés, vous allez voir que non, l'accident va beaucoup diminuer. Face aux chauffeurs de Gbaka, le ministre des Transports a exprimé la ferme volonté du gouvernement de tourner la page des hors-la-loi sur les routes. On ne peut pas être des hors-la-loi. On ne peut pas décider parce qu'on a des conditions difficiles de travail. Parce qu'on doit faire des recettes qui sont attendues par le patron. On ne peut pas, parce qu'il y a ces contraintes, dire qu'on fait ce qu'on veut sur la route. On va appliquer la loi. Amadou Koné assure que le gouvernement a les moyens d'atteindre ses objectifs fixés dans le cadre de sa stratégie de sécurité routière. On a aujourd'hui les moyens, quand vous êtes dans la circulation, de savoir qui est en train de téléphoner au volant. On a les moyens de savoir qui est en train de conduire, et puis les feux arrière, la nuit, là, ne marchent pas. On a les moyens de savoir. On a les moyens de savoir qui n'a pas porté la ceinture de sécurité. Les données de la phase pilote de la visio-verbalisation révèlent entre autres que 98% des infractions concernent les excès de vitesse. 60% de ces infractions n'ont pu être notifiées aux propriétaires des véhicules concernés pour cause d'immatriculation défectueuse. On reste avec Dangui qui nous conduit dans les boutiques d'Abidjan. Si vous avez manqué le premier rendez-vous en mars dernier, la deuxième période des soldes a commencé depuis le 10 août jusqu'à la fin du mois. Vous pouvez toujours en profiter. Le directeur du commerce intérieur est descendu sur le terrain ce vendredi dans 2 communes. Il indique que les coûts des marchandises ont effectivement connu des baisses qui oscillent entre 10 et 80%. Dans cette grande surface de la commune de Yopougon, Madame Thiemele et ses enfants profitent de la deuxième période des soldes qui a commencé le 10 de ce mois pour s'achever le 31 août prochain. On profite, en même temps on fait des courses. Si on tombe dans les soldes, si on a quelque chose qui nous plaît, on achète. Ce responsable d'organisation de consommateurs que nous avons rencontré salue la baisse des prix en cette période et plaide pour que ces soldes concernent également les produits de consommation. C'est une doléance que cela puisse s'étendre sur l'alimentation. Pour que 2 fois dans l'année aussi, on dit que le sac de riz qui coûte 15 000 francs est à 7 500 francs. Juste à côté, le directeur du commerce intérieur visite quelques magasins dans le cadre justement de cette période du solde. Après Yopougon, la délégation de la direction du commerce intérieur, conduite par Aimé Kablan-Kwazan, s'est rendue dans une autre grande surface de la commune de Marcory, où il a donné les enjeux de cette tournée sur le terrain. Nous invitons l'ensemble des consommateurs ivoiriens à profiter de cette période où vous avez noté avec nous l'ensemble des points de vente que nous avons visités qui offrent des articles de toutes les bourses. Tout le monde est concerné. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 périodes au cours desquelles les magasins peuvent faire des soldes sans autorisation préalable. La première période, c'est du 10 mars au 31 mars et la seconde, du 10 août au 31 août. Je vous emmène à présent dans la région du handball. La Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire se prépare avant le sommet mondial en terre ivoirienne. Elle vient de tenir à Katiola une rencontre régionale pour sensibiliser et appeler à la cohésion sociale. Un rendez-vous qui a vu la distinction de personnalité en qualité d'ambassadeur de paix. Léon Brou. Le chef de canton, les présidents des jeunes et des femmes de Katiola, le conseil régional du handball, invité de la FPU, la Fédération pour la paix universelle, pour dire aux populations la nécessité de paix. Bienvenue au sommet régional pour susciter dans le handball davantage de vocations avant le prochain sommet mondial de la paix en Côte d'Ivoire. Nous prévoyons le sommet 2022. Et donc avant ce sommet, passer partout pour pouvoir sensibiliser tous les Ivoiriens et pour qu'ils sachent qu'est-ce qui veut dire la paix et les mettre déjà sur le chemin de la paix pour dire que définitivement la Côte d'Ivoire n'a que besoin de la paix.
Ce panel autour du thème paix et développement, autonomisation de la femme. Tous sont unanimes, sans paix, impossible d'entreprendre, donc pas d'autonomisation ou de développement. Tout le contraire, en temps de paix, tel qu'illustré par les réalisations du Conseil régional du Yambol, évalué à plus de 3 milliards de francs CFA entre 2018 et 2021. 3 points, c'est-à-dire l'éducation, la santé et l'hydraulique. Nous nous sommes attelés à construire des écoles de proximité et des collèges de proximité. Bientôt, nous aurons 6 collèges dans la région. Nous devons tous demander que la paix soit avec nous, parce que seule la paix permet de construire un pays. Lorsqu'il n'y a pas la paix, chacun est obligé de se replier sur lui-même et alors le pays s'arrête. Objectif, développement et épanouissement populaire continu dans le Yambol. Agissant dans ce sens, le préfet de la région est fait ambassadeur de paix par la FPU à ce sommet parrainé par des élus et cadres dont le député Jean-Luc Billon, le ministre Kamara Thomas et Ibrahim Khalil Konaté, le président du conseil régional du Yambol. Le groupement des enseignants mobilisés pour Ado est sur le terrain, un mouvement politique regroupant les acteurs de l'éducation-formation. Il entend soutenir les actions du président de la République et du RHDP, la coordination régionale du Bafing investie par le ministre Moussa Sanogo. La correspondance de F. Boué. Bayoko Vazoumana, professeur d'anglais au lycée gouverneur Aboulaye Fatiga de Touba, est investi en qualité de coordonnateur régional du Bafing du mouvement J'aime Ado. Entendez, groupement des enseignants mobilisés pour Alassane Dramane Ouattara. Un mouvement né pour maintenir et renforcer la mobilisation autour du président Alassane Ouattara et du RHDP. Notre objectif, c'est de soutenir les actions du président Alassane Ouattara, du RHDP et de tous les cadres qui l'accompagnent dans sa quête du développement pour la Côte d'Ivoire à travers tout le pays. C'est un devoir pour nous d'accompagner le président Alassane Dramane Ouattara dans cette aventure exaltante de développement de la Côte d'Ivoire. Et nous ne devons pas rester en marge de cette dynamique qui est fondée sur des valeurs de mérite et d'excellence. Parrainant cette cérémonie d'investiture, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cadre de la région du Bafing, a salué l'engagement de ses enseignants. Vous avez décidé de vous mobiliser pour un homme, ça veut dire que vous avez vu en cet homme des qualités dans lesquelles vous vous reconnaissez. Et je pense que l'une des qualités importantes qui est reconnue au président de la République, c'est le travail. C'est un homme travailleur, c'est un homme organisé, c'est un homme qui a de l'ambition pour son pays. Et si vous avez des enseignants qui portent ce type de valeurs-là, et ce sont eux qui sont censés transmettre non seulement le savoir, mais également les valeurs à nos enfants, eh bien, en fait, vous êtes en train de bâtir la Côte d'Ivoire solide et forte des 20 prochaines années ou des 50 prochaines années. Le mouvement J'aime Ado a été créé en septembre 2019. À ces jours, il revendique plus de 3000 membres sur toute l'étendue du territoire national. Ici au sud, le village Agban, dans la commune d'Atekoubé, a organisé sa traditionnelle fête de génération. Les Blessoués ont été initiés à la gestion du pouvoir en pays Hatchan. Ce rendez-vous initiatique a lieu tous les 15 ans. Désormais, cette génération peut participer à la prise de décision. Issa Tchunayo. Dans 15 ans, la génération Blessoué succédera à celle des Tchagba pour la gestion du pouvoir traditionnel à Agban village, dans la commune d'Atekoubé. Mais pour y arriver, une préparation s'impose, d'où le sens de la fête des générations ou Fatchoué chez le peuple Hatchan. La génération Blessoué vient donc d'être soumise à ce rituel. Quand on fait une fête de génération, ça exprime la maturité. Nous passons de l'adolescence à la maturité. On ne vient pas prendre un pouvoir, mais on vient appuyer nos aînés qui sont en train de gérer les choses du village. Les 4 catégories d'âge qui composent la génération Blessoué, à savoir Blessoué Assoukou, Blessoué Ban, Blessoué Dongba et Blessoué Géou, se succèdent sur la place publique pour une démonstration du rituel initiatique. La fête du Fatchoué 2021 est l'occasion pour le doyen des ACO
de la génération Blissoué, le ministre Tchagba Laurent dégrainé quelques doléances des populations. Les parents demandent que vous soyez notre porte-parole auprès du haut parrain afin que le gouvernement puisse nous octroyer 200 hectares à lotir pour faire l'extension du village. Aussi, avec l'accroissement rapide de la population, nous souhaitons que le centre de santé du village soit transformé en hôpital général et que vous nous aidez à l'enrôlement des populations afin qu'elles puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. En retour, le ministre-gouverneur représentant le président de la République, Alassane Ouattara, assure la population. Pour l'extension du village d'Abidjan-Agban, qui déjà avec cette génération de blessés comprend plus de 3500 à 4000 jeunes, les négociations sont très avancées parce que ces négociations ont commencé avec la chefferie d'Oubo et va s'achever avec la génération Tchagba. Robert Begremambé invite les jeunes blessés à être des acteurs de paix, de cohésion et de développement. Et avec Issa Tchonayo, allons cette fois au nord du pays. Papara, dans le département de Tengrela, était aussi en fait des journées socio-culturelles tenues dans la localité. Le député de Korogo commune, Lassina Ouattara, exhorte les populations à la scolarisation de la jeune fille. C'est dans une ambiance de fête que les lampions se sont éteints sur les journées socio-culturelles de Papara, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, à une trentaine de kilomètres de Tengrela, région de la Bagoué. Cette année, un accent particulier est mis sur la scolarisation de la jeune fille, l'union et la cohésion sociale des cadres de la Bagoué. Soyons solidaires. Vous voyez, aujourd'hui, la solidarité est en train de se dessiner au niveau du Grand Nord. Et si entre nous, dans nos petits villages, on commence à faire la division, ça ne pourra pas aller. Il faut prier pour le président Ouattara. La solidarité, c'est important pour le président Ouattara. Quand les filles sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils développent le pays et la ville. Et vous savez, Papara, les enfants de Papara, soyez ensemble et on va ensemble développer la vie de Papara. Les fils et filles de Papara ont pris l'engagement de protéger et de promouvoir le riche patrimoine ancestral de la chansonnière Senoufo. Connaissez-les, dit Zélé de Papara. En religion, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa a célébré une messe d'action de grâce à Krinjabo. Il est nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Bouaké. À l'occasion de cette célébration, il a reçu le soutien du président de la République. L'évêque exprime alors sa reconnaissance au chef de l'État. On le voit avec Sidonie Davila. Une forte délégation composée de prêtres et du représentant du roi du Saint-Louis chez le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, SEZEG. Avec à sa tête le premier évêque du Saint-Louis, cette délégation est venue dire toute la reconnaissance du peuple du Saint-Louis dans le sud Comoé au président de la République. Le président de la région du sud Comoé et Sanvi, fils du Sanvi, qui pilotait toute l'organisation, nous a fait part de l'expression de la générosité du chef de l'État en offrant cette belle voiture pour ma mission, ainsi que les moyens insubstantiels pour accompagner cette même mission dans le Baké et le Ifou. Alors il était bien que nous puissions venir remercier le chef de l'État. Nous prions Dieu que toutes les générosités exprimées puissent apporter aux uns et aux autres les grâces nécessaires en retour. Une enveloppe pour remercier le président m'a été remise par Monseigneur. Nous nous ferons fort d'être un homme de mission et transmettre au nom du Saint-Louis, au nom, je dirais même, de tout le Sud Comoé, cette enveloppe venant de Monseigneur qui est certainement une enveloppe
je dirais, dictée par le diocèse de Grand Bassam. Tout ça, nous allons remettre cette enveloppe à son destinataire. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa est le nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Bouaké. Ancien membre du clergé de Grand Bassam, il a été nommé le 5 mai 2020 par le Saint-Père. En sport, le comité national d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire multiplie les rencontres. Le COCAN était à Yaoundé, une occasion pour l'équipe d'échanger avec les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en janvier au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, après la prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans ont dit vouloir mettre en place un gouvernement inclusif tolérant envers leurs opposants. Ils n'ont aucune intention de se venger, affirmait leur porte-parole. Mais sur place, la situation est bien différente. Selon un rapport de l'ONU, les insurgés ont mis en place une traque pour retrouver leurs anciens ennemis. Il s'agit surtout d'anciens fonctionnaires, de soldats afghans et tous ceux qui ont travaillé ou combattu aux côtés des forces américaines et de l'OTAN. Par ailleurs, l'insécurité alimentaire ne cesse de croître dans le pays. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'il n'est pas nécessaire de vanter ses compétences agricoles pendant la saison sèche. Dieu le voulant, on se retrouve demain.